Très bien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je pense que j'ai une présentation PowerPoint. Permettez-moi d'abord de remercier l'Académie de m'avoir invité et de pouvoir partager le plateau avec ces sommités. Je remercie M. Chebrouni de me permettre d'introduire ma problématique, la renationalisation des solutions. Et M. Lalonde de me resituer dans le temps, le court ou le long terme. S'il vous plaît, vous pouvez défiler. Mes propos tiennent surtout au fait que le changement climatique, comme c'est demandé, est maintenant entre les mains des politiques. Entre les mains des politiques, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que le temps climatique, le défi climatique, au nouveau temps du politique, nous invite à un constat essentiel. Le constat, c'est que le changement climatique devient un problème public institutionnalisé. Il est institutionnalisé, il est consensuel. Institutionnalisé et consensuel, ce problème nous oblige à sensibiliser les citoyens et à les faire participer au processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques relatives à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique. Adaptation, moi, je n'ai pas participé aux négociations, mais le terme est, à mon avis, pas adéquat, puisque quand on s'adapte, on ne change pas. Quand on s'adapte, on subit. Bref, ceci a été accepté. Et suivant le conseil de Cicéron, on peut dire que n'ayons pas honte, comme certains, d'avouer ne pas savoir ce que nous ne savons pas. Nous donnerons une large place aux incertitudes qui entourent la question. Le défi climatique n'impose plus de comprendre pour se défendre et dominer, mais de comprendre pour se restreindre. En d'autres termes, le problème est bien celui de savoir si la communauté mondiale se montre à la hauteur des bouleversements qu'elle a provoqués avec sa dimension sociopolitique. Penser et agir à l'épreuve du changement climatique ne revient donc-il pas de savoir comment habiter différemment la Terre? Comment transformer les modes de production économique, de consommation, d'élaboration des politiques publiques? Le progrès technique, comme on vient de le dire, ne suffit donc plus. Il faut inverser la tendance et faire changer des modes de développement fondés sur le haut niveau de consommation d'énergie, le mode actuel que nous connaissons. Il s'agit moins de changer le monde que de changer de comportement pour surmonter l'inertie politique et prendre des décisions difficiles. Dans ce sens, les changements climatiques renvoient l'homme à lui-même. Espérons y arriver avec l'âge de l'Anthropocène et l'émergence de l'homme comme puissance géologique. Face à ce diagnostic, notre démocratie ne semble pas être à la hauteur du défi écologique à venir. Coincés entre les experts, on en a parlé, les experts de la société civile, soi-disant, les lobbies, le citoyen a trop souvent l'impression qu'il existe clairement une crise de participation institutionnelle. Comment, en tant que citoyen, combattre ces deux dilemmes? Des alternatives existent. On en a eu hier avec Eric
et nous offre de vastes choix. Lorsque Dominique Bourg écrit « La crise écologique va obliger au choix de sociétés si drastiques que les régimes démocratiques risquent de ne pas résister longtemps aux solutions autoritaires. » Et Hans Jonas de nous dire « Le recours à la tyrannie bienveillante pour faire face aux défis écologiques, l'avenir paraît bien sombre. » Nous ne devons pour autant pas céder devant l'autoritarisme ou même le fatalisme qui consiste à dire « on n'a pas le choix ». Nos institutions démocratiques ont l'obligation de relever les défis politiques que constitue la mise en œuvre des politiques climatiques identifiées. À ce stade, il nous revient d'apprécier successivement le régime politique le plus apte à répondre aux nouvelles exigences du changement climatique. Quel régime politique pour répondre aux exigences du changement climatique? 2. Quel modèle représentatif le plus efficient par rapport aux exigences du changement climatique? Et enfin, quelle philosophie de participation? Ce triptyque nous paraît très important, sinon fondamental, pour faire face institutionnellement et politiquement aux défis du changement climatique. Le régime politique le plus apte à répondre aux nouvelles exigences du changement climatique. L'inversion des raretés est un concept utilisé par les environnementalistes pour caractériser institutionnellement le monde qui vient, issu du changement climatique et qui appréhende les défis originaux du gouvernement représentatif relativement à la territorialité, à la temporalité et à la gouvernance de la technoscience. Relativement à la temporalité, nous devons nous demander si le cadre de l'État, naguère de la philosophie du contrat, selon lequel il convient de permettre à chacun de produire et de consommer le plus possible, est encore apte à abriter le nouvel équilibre à inventer entre les droits de l'individu, les biens publics en question et plus largement l'intérêt collectif. Pour l'observance de cette nouvelle conception de l'intérêt collectif et son exigence future, qui ne sont plus menacées par d'autres États, la confiance de l'État est incontournable. Nous ne pouvons pas nous défaire de l'État. Que faire de l'État dans ce cas? Mais le pouvoir que l'humanité a acquis sur la biosphère et ses mécanismes régulateurs, la forme de cet État doit rester démocratique. La territorialité garantit, certes, le développement de normes requérant des changements dont les bénéfices n'iront pas aux populations situées en dehors de ce district électoral. Cependant, les problèmes environnementaux comme le changement climatique ont la caractéristique de ne pas respecter les territoires, vont au-delà des territoires. Dans cette quête de légitimation, le défi temporel, qui est le second temps, interpelle à la fois le présent et le passé, chez Lalonde, que l'on retrouve dans la conception institutionnelle de Benjamin Constant lorsqu'il fait la distinction entre les deux chambres, l'une représentant l'opinion actuelle par une assemblée d'élus, l'autre représentant la continuité, le long terme, grâce à l'assemblée héréditaire. Je veux faire allusion au Sénat. Dans les faits, les chambres hautes ont plutôt résisté à l'innovation au nom de la propriété, de la tradition, de la continuité, de la liberté, qu'anticiper les changements originaux. Or, c'est plus tard qu'un problème comme le changement climatique libérera ses conséquences les plus dommageables qui requièrent prédiction, précaution et innovation politique. Confrontés à ces défis, les représentants modernes ont à faire un choix difficile, parfois politiquement impossible, surtout devant le gouvernement de la technoscience. Le gouvernement de la technoscience ne fournissant que des faits et des outils qui risquent d'orienter le jugement des représentants en faveur de ses propres orientations.
offre un modèle de représentation qui s'est accommodé à cette évolution en ne changeant que marginalement le mode opératoire de la représentation classique. La technoscience constitue en effet simultanément une part importante de la crise environnementale, celle des causes, et une part nécessaire, mais non suffisante, de la solution. Comme le fut l'approche transgressive et transformatrice du monde qui avait subverti la cosmologie antique, et avec elle la conception antique de la liberté, une conception écologiquement informée de la nature considère les limites, l'incertitude et la prudence et fait appel à de nouvelles relations entre la science et la volonté populaire. Il y a donc un conflit entre réponse au changement climatique et prémices organisationnelles et éthiques du gouvernement représentatif moderne. Quelle représentation donc le plus efficient par rapport aux exigences du changement climatique? La réponse à ces nouveaux contours institutionnels de territorialité, de temporalité, de technosciences, l'aggravation des problèmes environnementaux globaux comme le changement climatique crée les nouvelles pratiques et de nouvelles tensions favorisant la réglementation supranationale. L'accroissement des accords internationaux et de la législation environnementale régionale prouve que la prévention des dommages environnementaux exige de transcender les territoires et la compétence territoriale sur lesquelles la représentation moderne s'est construite. Cependant, dans un avenir prévisible, et quelles que soient les formes que prendront les institutions internationales, la représentation moderne, même s'il a déjà commencé à se métamorphoser, je fais allusion à Rosa Valon, la métamorphose de la légitimité démocratique, un décentrement de la légitimité démocratique, nous y arriverons, ne va pas disparaître. Elle coexistera et nécessairement de façon concurrentielle avec les institutions internationales. Dans ce contexte, deux voies s'offrent à nous, la poursuite du développement d'institutions supranationales représentatives et la démocratie écologique. L'Union européenne offre la version la plus frappante d'un modèle dans lequel un pouvoir de codécision s'est partagé avec les gouvernements nationaux, représentés au sein du Conseil des ministres. Mais en vérité, ce modèle de représentation supranationale met peut-être plus en lumière les difficultés à construire la représentation que ses perspectives positives. Il ne présume pas la création d'une conscience civique transnationale. Brexit. La voie de la démocratie écologique introduit systématiquement des organisations non gouvernementales que des politiques appellent les représentants auto-investis ou les nouvelles figures de la légitimité démocratique, comme les appelle Rosa Valon. Ces nouvelles figures de la légitimité sont appelées dans les instances délibératives, mais n'ont pas le monopole de la vérité. On nous a demandé d'être humbles le premier jour. Je pense que le problème est tel que tout un chacun a la possibilité d'y apporter son expérience et son expertise. Les ONG environnementales, en tant que vecteurs de démocratie écologique, peuvent promouvoir une éthique activiste dans laquelle et les politiques publiques et les modes de consommation sont soumis à une critique écologiquement bien informée. C'est vrai, le monde, la société civile a des opinions bien informées, mais elles seules suffisent-elles? La démocratie délibérative implique un dialogue dans lequel les participants échangent et tentent de se persuader les uns les autres par la force des arguments et pas par les arguments de la force. Ce chemin vers la démocratie écologique engendre de nouveaux défis et des difficultés originales, telles la question de la représentation des générations futures. Paradoxalement, l'application littérale du modèle moderne de représentation aux générations futures débouche sur une sorte de dictature de l'avenir et non sur une extension de la démocratie. Pour ces raisons, on ne saurait représenter les générations futures et leurs intérêts de manière analogue à la représentation politique classique.
La démocratie écologique répond ainsi à la fois aux défauts de la représentation moderne, en ce qui concerne les générations futures, et à la nécessité d'une plus grande participation populaire dans l'évaluation des innovations technoscientifiques par rapport à une nouvelle philosophie de la participation. Quelle est cette nouvelle philosophie de la participation? Comme l'écrivait Robert Foucault en 1975, c'est aux citoyens de mettre en marche les alternatives à leur choix démocratique. La politique n'est pas une affaire de compétences, monsieur. La politique, mais d'opinions éclairées. Toutes les opinions ne se valent pas sur la scène politique. Celles qui sont débattues, contredites et affinées doivent être privilégiées dans l'éclairage des décisions politiques. La participation, c'est la restitution. La restitution à chacun de sa part, de son rôle, de sa place, de ses intérêts, de ses biens, de ses droits et de ses responsabilités et devoirs. La restitution signifie qu'une part est rendue aux citoyens et qu'il existe un rééquilibrage des pouvoirs et des responsabilités entre représentants et représentés. Avec la démocratie participative, les citoyens ont la possibilité de redéfinir leur rôle et de créer des manières de faire de la politique. Si Porto Alegre est devenu le mythe fondateur de l'idéologie participative et des repères pour ce type de référence, la démocratie participative a pris la forme de multiples instruments. Les jurys citoyens, les conférences de consensus, les ateliers d'habitants, assemblées extraordinaires des citoyens, cellules de planification urbaine, budget participatif, conseil de quartier, référendum d'initiative populaire, conseil des communautés étrangères, débat public, forum interactif. Ces instruments doivent être appréciés selon l'échelle territoriale, locale ou nationale, le type de débat, le nombre de participants, la durée des débats, etc. Le choix des représentants au moment de l'élection ne suffit plus. Professeur, les citoyens ont plus... Professeur, oui, il vous reste 1 minute. 1 minute. Mais donc, de nombreux instruments ont été élaborés. L'enjeu consiste à définir les critères de leur évaluation sans tomber dans le piège de la démocratie procédurale ou participation uniquement, etc. À l'inverse, le défi principal consiste à ne pas faire de la démocratie participative une spécialité avec un langage et ses techniques particuliers. Elle doit rester comme un questionnement collectif et ne doit plus aboutir à la création d'une élite professionnelle de la participation. Mais pour terminer, je terminerai avec Dominique Bourg et je terminerai par un constat. Nous pouvons choisir de nous réapproprier la politique, c'est-à-dire la chose publique, pour se rendre acteurs ou actrices de la citoyenneté aujourd'hui et demain, et se réapproprier la citoyenneté au sein des villes et au sein des écoles et au sein de nos institutions. En conclusion, contrairement à la représentation moderne, la représentation écologique comme test du bon gouvernement ne se mesure pas principalement à sa capacité de satisfaire les préférences immédiates du peuple. Le changement climatique devient un problème public institutionnalisé, comme je l'ai dit au début, et consensuel, qui oblige à sensibiliser les citoyens, à faire participer ces citoyens pour l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques. Mais dans ce cadre, et je pense que c'est très important ce que je vais dire, certes, il ne faudrait pas opposer climat et développement, mais la conditionnalité climat, comme l'a été le discours de la Bolle, la conditionnalité démocratique, la conditionnalité du climat serait une double peine. Et cette double peine, je pense que l'Afrique, ici à Marrakech, devrait s'en séparer. L'Afrique, je dis, dans le cadre des négociations de la COP 22, l'Afrique doit imposer son ordre du jour et non en subir un. Je vous remercie.